Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà, troisième bonjour de ces tribunes de la presse, troisième jour de cette 12e édition des tribunes de la presse sur la guerre des identités. Nous allons continuer encore ensemble jusqu'à 12h15 à peu près à élargir notre compréhension du monde, notre vision du monde pour mieux agir. 3 sujets ce matin, la reconnaissance faciale, sommes-nous tous fichés? Ce sera le thème de la première table ronde. Une deuxième table ronde autour de l'avenir, du présent et de l'avenir de la presse écrite et des questions que cela pose, peut-être même jusqu'à leur raison d'être. Et puis la remise du prix Reporter d'Espoir pour laquelle nous vous donnons rendez-vous à midi. Alors vous allez découvrir très vite que nous serons accompagnés par quelqu'un d'un peu particulier en direct. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le plaisir de voir le résultat, mais le dessinateur de presse Urbs est avec nous ce matin. Je vous le présenterai tout à la fin. Voilà, bonne matinée à tous. Je vous redis que vous êtes attendus pour poser des questions en ligne, c'est-à-dire depuis votre siège ici ou évidemment pour ceux qui nous écoutent de plus loin, les jeunes et les moins jeunes. Voilà, tous bienvenus ce matin, toutes les questions bienvenues aussi. Et j'appelle pour animer cette première table ronde Didier Pourquerie. Est-ce qu'on t'entend, Didier? Oui, vous m'entendez là? Ah, ça y est, voilà, super. c'est parfait. Donc Didier Pourquerie n'a pas changé depuis hier, il a toujours été directeur général adjoint du Monde, il est toujours le fondateur et président du site de médias The Conversation et il est toujours président de Cap Science à Bordeaux. Voilà, bonne table ronde. Merci, à tout de Camille. Suite. On va parler d'un sujet assez, j'allais dire décoiffant, mais bon, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Ce matin, qui est le sujet de la reconnaissance faciale. C'est un sujet délicat. Donc on a fait venir 3 experts qui vont vraiment nous éclairer là-dessus, parce que je suppose que vous êtes comme moi, vous avez beaucoup de questions sur ces technologies et les utilisations de ces technologies face aux libertés individuelles. Pour nous accompagner, on va tout de suite, on va voir Alain Bauer en visio. On peut la voir, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Alain Bauer. Ensuite, j'appelle Asma Mala, qui va nous rejoindre. Voilà. Et Elia Verdon. Alors, je présente rapidement nos invités. Alain Bauer, vous l'avez certainement déjà vu à la télé intervenir sur plusieurs sujets. Et il est professeur de criminologie appliquée au CNAM. Alors, je présente rapidement. Il y a un peu de retour là. Il y a un peu de retour, s'il vous plaît. Merci. J'ai un retour, à mon avis, par la visio. Oui, c'est pas mal ça. Ça fait un petit écho, sympa. On l'a jamais fait encore, ça. C'est nouveau, c'est un peu... Très bien. Asma Mala, vous êtes enseignante et experte en économie numérique. Vous enseignez à Sciences Po, à Polytechnique et, depuis quelque temps, à Columbia University. Voilà. Elia Verdon, vous êtes doctorante contractuelle en droit public et en informatique à l'Université de Bordeaux, et vous travaillez sur les questions de surveillance de l'État en démocratie. Très important comme sujet. Alors, en 2 mots, je replace le débat. Quand on arrive dans un aéroport, on pose son passeport et on a une reconnaissance faciale. D'accord ? Ça, c'est la reconnaissance faciale d'authentification. On nous
on voit qu'on est bien nous. Et cette authentification, elle nous sert, et c'est bien commode, sur notre ordinateur, sur notre téléphone portable, etc. Et puis, il y a une autre reconnaissance faciale, qui est la reconnaissance faciale d'identification. On va me reconnaître par rapport à des fichiers, pour faire très simple, hein. Je ne suis pas expert. Et c'est à partir de là que se posent un certain nombre de questions, à la fois sur la surveillance, sur les libertés publiques, et bien entendu, face à ça, on a, et c'est pour ça que c'est très important d'avoir avec nous Alain Bauer, les enjeux de sécurité. On va avoir les JO de 2024 en France. Comme tous les grands événements de ce genre, il y a des enjeux de sécurité. Je voudrais juste commencer par un état des lieux. Je vais commencer par vous, Asma Mala. Qu'est-ce qu'on peut faire techniquement aujourd'hui en matière de reconnaissance faciale et qui le fait et si vous pouvez nous donner quelques exemples dans certains pays. Alors, merci beaucoup pour la présentation et la question. La présentation que vous venez de faire est très intéressante parce qu'en fait, c'est exactement le cœur de la problématique et du sujet. Et après, je viendrai sur concrètement quelques exemples. Mais c'est absolument fondamental de poser les premiers jalons de la réflexion pour comprendre quels sont les enjeux politiques qui se posent derrière et même d'une certaine façon géopolitiques. Je m'explique. Quand vous parliez du système PARAF dans les aéroports, de vos systèmes, vous savez, de déverrouillage sur les smartphones très pratiques, en fait, je suis en train de commencer par les exemples. Des exemples, c'est le matin. Des exemples de domotique, quand vous mettez des caméras potentiellement ou des petits logiciels chez vous pour vérifier que la nounou est bien rentrée à l'heure dite avec l'enfant sans l'avoir violentée ou je ne sais quoi. Tout ça participe en fait de vos usages personnels, individuels, avec des conforts d'expérience, des conforts d'usage qui sont absolument gigantesques et qui expliquent d'une certaine façon, et même plus que d'une certaine façon, l'acceptabilité de ce type de technologies qui sont par ailleurs invasives. Et tout le sujet que vous évoquiez et que vous pointiez très justement, c'est que vous avez cette hybridité, cette imbrication, cette donc dualité de cette techno, qu'est la reconnaissance faciale, entre des usages civils, les vôtres, les nôtres, dans la vie de tous les jours, et qui sont très 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 pratiques et qui vraiment facilitent beaucoup la vie. Et puis les usages derrière, sécuritaires, technosécuritaires, voire militaires. Et c'est là où on commence à avoir des réflexions de l'ordre de qu'est-ce que la démocratie à l'aune de la technosurveillance, quelles sont nos lignes de clivage et de réflexion politique versus les régimes autoritaires qui, eux, ne s'opposent pas à toutes ces questions et ces garde-fous. La Chine, évidemment, en premier lieu. Alors on va probablement, certainement, parler du développement de la reconnaissance faciale en Chine, la question du crédit social, mais pas que. En ce moment, et ce qu'on voit souvent apparaître, ce sont des phases de test, et typiquement en Chine, les phases de test aujourd'hui ont lieu, par exemple, sur les Ouïghours. Et plus que simplement la reconnaissance faciale, et simplement pour qu'on comprenne comment fonctionne techniquement la reconnaissance faciale, donc vous avez les logiciels, les algorithmes de reco-facial qui sont entraînés avec des bases de données extraordinaires et qui doivent vraiment être très volumineuses. Il faut avoir un maximum de données, de jeux de données, pour pouvoir avoir une finesse d'entraînement suffisamment forte pour avoir un niveau de fiabilité et un taux de reconnaissance élevé, un taux de succès élevé. Mais une fois que vous avez l'entraînement de l'algorithme, il ne suffit pas. Vous avez surtout besoin d'avoir les bases de comparaison de ces technologies-là pour pouvoir reconnaître quelqu'un. Et donc l'enjeu derrière aussi, c'est les questions de fichage de la population. En France, par exemple, sans aller très loin, on a depuis 2016-2017 de mémoire, un fichier qui s'appelle le fichier TES et qui consolide l'ensemble de nos données des Français avec notamment les données biométriques. En démocratie, en état de droit, il est absolument fondamental d'accompagner l'évolution, l'émergence, l'accoutumance, on va dire, à ces technologies-là d'un débat, ou en tout cas
d'un débat ou pas, mais en tout cas d'institutions qui permettent ce qu'on appelle en anglais, et désolé pour l'anglicisme, l'accountability. L'accountability, c'est une forme de transparence ou de rendement de compte sur les usages, sur les limites de l'usage de technologies qui sinon peuvent être particulièrement invasives. Donc je vous ai donné les quelques exemples. Pourquoi je disais aussi une dimension géopolitique? Parce qu'aujourd'hui on assiste de façon, dans le cyberespace en tout cas, qui est en tout cas mon sujet, à une fragmentation des blocs idéologiques en autant de blocs finalement numériques, ou plus exactement une fragmentation de l'Internet global en autant de blocs idéologiques. Et toute la question pour nous, camp occidental, est de se demander quel est notre ADN, quelle est notre vision du monde, quel est notre modèle démocratique et politique face au régime autoritaire. Et la ligne de clivage technosurveillance, on va dire, avec en particulier les questions de reconnaissance faciale, mais pas que, sont au cœur de ces réflexions-là, de se dire qu'est-ce qui fait que nous, on est nous et on n'est pas les autres. Alors, il y a quand même, je voudrais vous relancer sur un point. Tout à l'heure, on a parlé assez rapidement, c'est moi qui ai parlé assez rapidement, de la reconnaissance faciale sur mon téléphone, etc. Bon, ça veut dire que des entreprises, là vous parliez d'État, mais parlons d'entreprises. Google, Apple, Facebook, oui, etc., ont des technologies de reconnaissance faciale, oui, maîtrisent ce genre de technologie. Et alors bien sûr, à côté de chez nous, là, Thales maîtrise aussi ces technologies, mais Cisco, etc. Bon. Mais quand on parle de Google, Apple, Facebook, on parle de gens qui ont contact avec le grand public. C'est ça. Alors, quels sont les enjeux en dehors des États d'avoir autant de technologies de reconnaissance faciale dans des entreprises, sans faire de la parano, mais... Oui, bon. Alors, on parle beaucoup des géants technologiques américains, vraiment pas que. On a en France Engie, Neo, alors Cisco est américain, Thales, Sarah, qui ont développé ou même des startups en fait, qui développent des logiciels et des algorithmes de reconnaissance faciale qui sont particulièrement... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est parce qu'on a des dessins en général. Voilà, d'accord, parce que j'ai pas la vision. Ça fait étrange. Ça fait étrange. Mais c'est très très important de garder de l'humour sur des sujets aussi Tout sérieux. à fait, je suis d'accord. Et donc oui, évidemment, vous avez. En fait, ça repose la question de la dualité de la technologie. En réalité, dans le complexe militaro-industriel classique, en général, on avait un usage de l'Internet initialement, a été d'abord conçu dans un écosystème plutôt militaire. La DARPA, qui est l'agence d'innovation de défense américaine, a été extrêmement motrice dans le développement de ces infrastructures, etc. Et puis, avec l'arrivée des géants technologiques, j'ai pas du tout envie de les enfermer autour des GAFAM, parce que ce n'est pas que eux, vraiment, et c'est très important. Donc moi, je parle de big tech, de géants techno, et je n'enferme pas la réflexion sur Google, Facebook et je ne sais qui, parce que ça serait invisibiliser le reste des sujets. Mais on commençait à développer par une certaine maestria de leur sophistication en IA, parce qu'ils ont capté énormément de données, toutes les données qu'on produit en masse sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de e-commerce, tout ça, participent d'une part à la monétisation et à leur modèle économique, et d'autre part à l'entraînement des algorithmes. Vous l'avez compris, des algorithmes de reconnaissance faciale et des algorithmes d'IA en général ont fondamentalement besoin d'énormément de quantité de données pour être entraînés. Et donc cette question de dualité, ce qui est assez étonnant, c'est que sur ces sujets-là, bizarrement, ça a commencé par des usages civils, ce que je vous expliquais là, les conforts d'usage, le téléphone, Google Photos, vous taguer automatiquement sur Facebook à l'époque, etc. Et donc, en fait, cette accoutumance-là qui commence par le civil pour arriver progressivement ou très vite dans le militaire, d'une certaine façon, dépolitise, parce qu'on s'est déjà habitué. Aujourd'hui, moi, personnellement, alors donc vous l'avez compris, les enjeux, je les connais à peu près. Mais si on m'enlève PARAF, je ne suis pas contente. Et pourtant, je sais que ça participait de quelque chose d'hybride, d'ambigu, et qu'il va falloir absolument, non pas interdire, ce n'est pas la question, mais de réfléchir ensemble. D'accord. Alors, Elia Verdon, même question.
qu'est-ce qu'on peut faire? Restons en France, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire en France avec la reconnaissance faciale aujourd'hui? L'état des lieux pour vous, c'est quoi? Si vous aviez à nous en parler. Bonjour, merci pour la question. Alors aujourd'hui, vous l'avez souligné, il y a 2 finalités de la reconnaissance faciale, l'authentification et l'identification, qui n'ont pas vraiment les mêmes enjeux en matière de droits et libertés fondamentaux. On a beaucoup parlé de l'authentification, donc effectivement, il y a le dispositif PARAF qui permet, avec une reconnaissance faciale par authentification, de passer plus rapidement le passage des frontières extérieures. Mais on a également une utilisation par identification. Et donc là, je pense notamment au fichier TAJ, qui est le fichier des traitements d'antécédents judiciaires, qui permet de faire une reconnaissance faciale, donc à des fins de recherche de personnes ayant commis des infractions, par exemple. Et donc ce fichier, il regroupe aujourd'hui 8 millions, ça fait beaucoup, 8 millions de photos de personnes. Et donc la police va... Pour qu'on soit bien d'accord, 8 millions en France ? En France, oui, c'est un fichier d'État français. Et donc la police va permettre de faire soit du contrôle d'identité à la volée, qui est illégal aujourd'hui en France, soit a posteriori de faire un contrôle par reconnaissance faciale en utilisant les photos inscrites dans ce fichier-là. Donc ça, c'est sur les dispositifs d'État. Bon, il y a ces 2 grands dispositifs. Il y a eu d'autres projets comme le projet Alicem qui permettait par la reconnaissance faciale d'entrer dans les différents sites ouverts par France Connect. Bon, aujourd'hui, ce projet il a été abandonné, mais on le retrouve de manière légèrement différente, mais avec des grandes lignes similaires dans le projet d'identité numérique aujourd'hui. Et il y a également différentes expérimentations qui sont faites à l'échelle locale. Donc il y a la reconnaissance faciale qui a été utilisée lors du carnaval de Nice en 2019, mais il y a également d'autres... Il y a eu des volontés de tests d'utilisation de la reconnaissance faciale par authentification pour entrer dans les lycées en Côte d'Azur. Bon, alors la CNIL est venue retoquer ce projet-là, donc il n'a pas eu lieu. Et voilà, donc il y a d'autres expérimentations au stade de Metz. Pour qu'on comprenne bien, c'est lié, revenons au carnaval de Nice, c'est lié à l'implantation de caméras dans les rues partout, ou c'est une authentification personne par personne? Comment on saisit la photo des gens? Dans le cadre du carnaval de Nice, donc c'était une expérimentation et il y avait un groupe de personnes en fait qui avaient donné leur consentement pour expérimenter cette reconnaissance faciale, dont une personne qu'on avait mis sous fichier S, qu'on devait reconnaître par identification, et donc les personnes passaient dans les bornes donc c'est entre les bornes. Les parce que je vous pose la question parce qu'il faut être très clair là-dessus. Est-ce que on a des manières de capter vos visages qui sont un peu partout dans la ville, ou est-ce que vraiment c'est des portiques ou c'est des choses comme ça? C'est important. Vous comprenez la question que je vous pose là, parce que pour moi, allez-y. Parce que pour moi, c'est clé d'être au courant de la manière dont on saisit. En fait, c'est les 2, mon capitaine. Et pour être extrêmement précise dans la réponse, alors pour l'instant, on est sur de l'expérimentation, la reconnaissance faciale, mais là, je parle vraiment sous le contrôle d'Elia. Je crois qu'elle est encore interdite aujourd'hui en France, mais il y a énormément dans le débat public et notamment dans une partie du spectre politicien, ça pousse énormément, et la zone PACA est plutôt en première ligne sur pousser ça. Maintenant, très concrètement, en fait, jusque-là, ce qui était absolument légal, et ce qui s'était passé, c'est que les villes, dans ce débat sécurité versus liberté, vous savez, vous l'avez tous eu à un moment donné quelque part, et il faudrait peut-être d'ailleurs qu'on arrive à le dépasser aujourd'hui, parce qu'il est trop binaire et trop simpliste, et donc pousse à des réflexes cognitifs qui ne sont pas les bons, j'y reviendrai peut-être, mais
on a beaucoup poussé, et donc les villes, dans les premiers prémices de leur territoire intelligent, smart city, etc., ont commencé à développer et à équiper l'espace public, parce que c'est ce dont il s'agit. Ce que vous faites chez vous regarde, mais dans l'espace public, c'est une autre question. On commence à équiper les rues et les voies de caméras de vidéosurveillance qui n'étaient pas équipées de logiciels d'IA. D'accord. Donc en fait, on a déjà l'infra, et il se trouve que les caméras de vidéosurveillance qui donc aujourd'hui sont un peu... alors on en a beaucoup, on a beaucoup moins de ce qu'on appelle en anglais les CCTV qu'à Londres par exemple, oui, au mètre carré, mais on en a pas mal. Et le problème étant qu'on s'est rendu compte que ces infras qui ont coûté cher n'étaient pas assez rentables, parce qu'elles ne permettaient pas forcément de réduire la criminalité, ne permettaient pas de... dans les grandes proportions, peut-être qu'Alain Bauer aura une vision plus fine du sujet, mais globalement, on n'a pas été très satisfait de la rentabilité économique de ces infrastructures de caméras de vidéosurveillance. Et donc tout d'un coup, vous avez des logiciels, des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettraient, à des coûts, disons, absorbables, de rentabiliser ça, avec la croyance scientiste que l'algorithmisation du crime permettrait finalement une sécurité maximale. Ce qui est en fait un tout petit peu faux, parce que quand on regarde les taux de succès aujourd'hui affichés par Google, Facebook, Amazon surtout, on a des taux de succès de reconnaissance de l'ordre de 97-98%, mais ça veut dire que, donc vous avez 2% d'erreurs appliquées à 65 millions de Français ou 67, ça vous fait quelques millions de personnes potentiellement victimes d'erreurs. Première chose. Je ne dis pas ça pour faire peur, je dis ça parce qu'il faut poser les bons termes du débat pour l'adresser proprement. Et deuxièmement, et dernière chose, ce dont on s'est aperçu aux États-Unis, c'est que quand vous étiez une femme noire, vous étiez assimilé par les logiciels de reconnaissance faciale à un singe et non pas à une femme noire. Donc en fait, il y a embarqué par les difficultés d'entraînement de l'IA, rapport aux bases de données que j'évoquais tout à l'heure, des biais involontaire, hein, c'est pas du tout du racisme ou je ne sais quoi, je ne le crois pas, je ne l'espère pas, mais une difficulté. Donc quand vous êtes un homme blanc, vous avez des taux de succès de reconnaissance qui sont très élevés. Quand vous êtes issu d'autres communautés ou d'autres ethnies, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc le taux d'erreur est beaucoup plus fort en fait. Donc il faut aussi faire attention à la fiabilité de ces systèmes. Alors, Elia, vous nous avez parlé, donc, on a bien compris que la CNIL, quand même, en France, surveille toutes ces utilisations. On est bien d'accord? Oui, effectivement, la CNIL, elle veille au grain sur toutes ces expérimentations. Mais pour autant, c'est ce qu'évoquait Asma, il y a un marché économique derrière qui est énorme. Et il y a des enjeux de sécurité extrêmement importants. Donc, même si la CNIL veille, aujourd'hui, il n'y a pas de cadre légal très clair et précis encadrant cette technologie-là, ce qui est un danger pour les droits et libertés fondamentaux. Et je voulais rebondir sur la question que vous posiez. Effectivement, aujourd'hui, donc, il y a une interdiction de la reconnaissance faciale à des fins d'identification, donc dans l'espace public, si vous baladez dans Bordeaux aujourd'hui. Néanmoins, la ville de Bordeaux, mais comme beaucoup de villes en France, est dotée d'un dispositif de caméra vidéosurveillance ou vidéoprotection. Et Asma évoquait le fichier TES, donc le fichier des titres électroniques sécurisés, qui rassemble l'intégralité des données d'état civil, mais également des données biométriques, donc des empreintes digitales et du gabarit de votre visage, de toute personne disposant d'un passeport ou d'une carte d'identité. Donc de la quasi-totalité de la population française. Donc aujourd'hui, on a techniquement les capacités de mettre en place la reconnaissance faciale à des fins d'identification dans l'espace public. Il suffirait de coupler cette base de données faciale qui existe déjà à un dispositif de reconnaissance faciale lui-même couplé aux caméras de surveillance dans l'espace public pour reconnaître en temps réel les personnes dans l'espace public. Je vous propose qu'on écoute Alain Bauer sur ces enjeux-là. Alain Bauer, vous nous avez suivi? Oui, tout à fait. Les mêmes soucis techniques que vous. D'accord. Quelle est votre vision par rapport à ces deux présentations? Non, je pense que les deux présentations ont été extrêmement précises.
simplement sur les fondamentaux de ce qu'est le dispositif français. Et donc m'étonner d'ailleurs de votre optimisme en mettant un tous fichier point d'interrogation, car il se trouve que dans la plupart des États centraux, le fichage fait partie de la vie publique et qu'il se présentait sous des formes extraordinairement diversifiées, du marquage au fer rouge des bagnards et condamnés sous la royauté jusqu'à la mise en place des sommiers, c'est-à-dire les premiers fichages papier, au bertillonnage, c'est-à-dire la mise en place à la fois d'un outil d'empreinte digitale puis de photographie, enfin le bertillonnage 2, parce que le bertillonnage 1 a duré à peu près 3 semaines, le temps qu'on se rende compte qu'il était totalement inefficace. On a un dispositif qui s'est peu à peu étendu et ancré dans les mœurs, ne serait-ce que par la délivrance généralisée, ça a été rappelé tout à l'heure, des titres d'identité. Donc nous avons déjà tous un numéro, il y a un fichier national d'identification qui est celui de l'état civil, tout le monde l'oublie, mais nous avons tous un numéro et nous sommes déjà tous dans un fichier de la naissance à la mort. Et c'est un sujet central, c'est l'interconnexion des fichiers qui fait l'objet d'un problème et surtout le contrôle de l'utilisation des fichiers, de la proportionnalité de l'utilisation des fichiers. Et comme ça a été rappelé à plusieurs reprises, que ce soit pour les lycées, les enceintes sportives ou toute une série d'autres accès, la CNIL a émis non pas des interdictions sèches, mais des interdictions complexes. Dans un cas, c'est parce qu'il y avait des mineurs dans le lycée et que c'était excessif par rapport au but qui était la fluidification des entrées. Mais sur la question de la sécurisation, la CNIL, et pour des adultes, aurait pu avoir un avis différent. Elle l'explique d'ailleurs dans ce qu'il faut lire attentivement de la CNIL, c'est-à-dire à la fois la décision, mais surtout les modalités et les débats qui ont amené à ça. C'est un peu comme le Conseil constitutionnel. Il nous explique toujours pourquoi il est contre et la manière dont il aurait pu être pour. Et il y a là un enjeu particulier. Puis vous l'avez rappelé vous-même au début, nous constituons nous-mêmes des bases de données absolument invraisemblables par l'usage de ce petit équipement extrêmement addictif sur laquelle nous ne lisons jamais les conditions d'utilisation. Nous ne contrôlons plus nos données puisque en signant le règlement local, qui est en général totalement contraire au RGPD, qui est un petit effort, et au futur programme de données, qui permettent non seulement de fournir, de transmettre, mais surtout de ne plus avoir la propriété ni de ce qu'on a acheté, qui est en fait que loué, c'est valable pour la musique ou pour les photos. Il faut lire les conditions générales d'utilisation d'Instagram ou de quelques autres équipements de ce genre, applications. Et donc, il y a une constitution d'une extraordinaire base de données, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui est interdit aux forces de police ne l'est pas aux entreprises privées qui achètent. Les forces de police achètent aux entreprises privées ce qu'elles ne peuvent pas obtenir en direct. Donc, il y a un double contournement. Et puis, il y en a un troisième qui mérite d'être pris en compte, même si c'est un peu à part, c'est l'utilisation de tous ces algorithmes et de toutes ces données pour créer des deepfakes, c'est-à-dire des éléments qui créent une réalité parallèle, pouvant vous mettre en cause, vous faire chanter, vous mettre dans des situations complexes. Alors c'est valable pour des manipulations boursières, c'est valable aussi pour des manipulations politiques. Et on a vu d'ailleurs depuis l'affaire du Brexit jusqu'à nos jours, à quel point l'usage de la donnée, notamment de la donnée photographique, permettait aussi de créer, ou vidéo, permettait de créer des éléments de réalité alternative qui étaient de la vraie fake news et pas seulement de la réalité alternative à la Trump. Donc il y a toute une série d'enjeux qui sont très clairement précisés, mais il se trouve que c'est déjà beaucoup trop tard et que le point d'interrogation est un point d'exclamation. Par contre, le contrôle, la récupération du contrôle, la capacité à interdire des développements nouveaux, par exemple l'usage de Clearview en Europe, ou en tout cas en France, la réglementation interCNIL pour celle de l'Union européenne, devrait permettre d'atténuer pour une part et surtout de réduire, je l'espère, la capacité de mésusage de ces dispositifs. Merci, justement, excellente transition, Alain Bauer, merci beaucoup. Elia Verdon, comment est-ce qu'on peut garantir les libertés publiques? Là, on a pris un grand coup de parano, mais comment est-ce qu'on peut garantir les libertés publiques malgré tout? Donc je vous disais, il n'y a pas de législation claire en matière de reconnaissance faciale, même en matière d'IA. Donc, IA, tout le monde a d'intelligence artificielle. Donc tout d'abord, je pense qu'il faudrait légiférer en la matière et l'Union européenne
essaye de réglementer en la matière. Donc il y a un règlement sur l'intelligence artificielle qui est en voie d'adoption. Ça, c'est une première chose, donc légiférer de manière générale sur la reconnaissance faciale. Après, vous précisiez tout à l'heure qu'il y avait 2 finalités à la reconnaissance faciale, l'authentification et l'identification. Ces 2 finalités n'ont pas les mêmes enjeux d'un point de vue des droits et libertés fondamentaux. Donc je pense qu'au-delà d'une interdiction générale ou d'une réglementation générale sur la reconnaissance faciale, il faut s'attacher davantage aux finalités que cette technologie offre, qui ont des risques propres pour les droits et libertés. S'agissant de l'authentification, donc qui soulève légèrement moins de risques que l'identification en matière de liberté fondamentale, il s'agirait, alors il y a un dispositif technique qui permet pour l'authentification, ce qu'on appelle la biométrie à la main de l'usager, de conserver donc son gabarit au sein d'un support physique. C'est le cas par exemple des cartes d'identité qui ont une puce. Et au sein de cette puce est inséré votre gabarit, ce qui vous permet avec Paraf notamment de faire de la reconnaissance faciale pour passer plus vite la frontière. Donc je pense qu'en matière d'authentification, il faudrait légiférer dans ce sens-là. Il n'y a pas nécessairement besoin d'une base de données. Les bases de données faciales entraînent beaucoup de risques en matière de liberté fondamentale. Donc, en matière d'authentification, il faudrait interdire toute base de données faciale. Ça, c'est la première chose. Et encourager à l'utilisation de la biométrie à la main de l'usager pour garantir, encore une fois, le consentement des individus, etc. Et le droit au respect de la vie privée, tout ce qui s'ensuit. S'agissant de la reconnaissance faciale à des fins d'identification, donc dans l'espace public en temps réel, qui soulève beaucoup plus d'enjeux en matière de liberté, je pense qu'il faudrait l'interdire de manière générale et absolue en temps réel dans l'espace public. Après, tout principe en droit a souvent des exceptions, donc pourquoi pas émettre une exception de l'utilisation de la reconnaissance faciale, mais a posteriori dans des recherches d'auteurs d'infractions, par exemple, à des fins de criminalité. Mais cela pourrait être fait qu'a posteriori et non en temps réel, ce qui change des choses d'un point de vue de la protection des droits et libertés fondamentaux. Et enfin, je pense qu'il faudrait interdire de manière absolue la reconnaissance faciale à des fins de détermination du sexe, de l'âge, de la couleur de peau des individus, des origines ethniques, des convictions sociales ou politiques qui ont une influence directe sur l'égalité et donc sur les discriminations des individus. Et comme le soulignait Asma, c'est une technologie qui a beaucoup de biais aujourd'hui encore. Et donc on reconnaît beaucoup moins bien les personnes noires des personnes blanches, les femmes des hommes. Et d'un point de vue aussi de la reconnaissance faciale comportementale, les visages de personnes noires sont par exemple qualifiés de beaucoup plus dangereux, apportant beaucoup plus de risques. Donc ça c'est pareil, il y a des enjeux de discrimination très très importants dont il faut prendre acte. Alors Asma, il y a des pays où on ne se pose pas autant de questions, hein. Je pense bien entendu à la Chine. Est-ce qu'il y a d'autres pays, à part la Chine, dans lesquels la reconnaissance faciale et la surveillance des individus est aussi sophistiquée ? En fait, oui, les États-Unis, nous-mêmes on pousse, la Russie. Alors, Alain Bauer évoquait très justement, j'y avais pas pensé, Clearview. Alors Clearview, c'est très intéressant, c'est une start-up américaine, new-yorkaise de mémoire, et qui s'est mise en fait en ce qu'on appelle en open source, c'est-à-dire en accès libre sur Internet, à aspirer toutes nos photos qu'on met tous en accès sur, je sais pas moi, Twitter, tous les réseaux sociaux possibles. Et donc, on commençait à constituer au fur et à mesure une énorme base de données vendue derrière aux agences fédérales ou nationales de police américaine, etc. Il se trouve que Clearview intervient en Ukraine auprès de l'armée ukrainienne pour reconnaître les soldats russes morts, et qu'à un moment donné, ça avait aussi participé à une forme de déstabilisation, de lutte d'influence, où en fait,
comme moyen, comme un des moyens de la guerre d'Ukraine, a été utilisé par l'armée ukrainienne pour envoyer ces photos-là aux familles des soldats russes défunts, pour en fait les déstabiliser et pour gagner une forme de lutte d'influence. Donc vous voyez que ça peut aller assez loin, et surtout quand on est dans des formes de zones grises, de no man's land juridique, ou quand on est dans des états exceptionnels, c'est-à-dire des états de guerre. Donc évidemment la Chine, la Russie de mémoire et les États-Unis. Et ce qui est très intéressant avec les États-Unis, c'est qu'en fait, ils ont rétropédalé récemment, notamment sur la côte ouest. C'est-à-dire que précisément pour ce qu'évoquait Elia, c'est-à-dire une reproduction, voire une amplification des discriminations, et notamment sur les populations noires. Et suite à l'assassinat de George Floyd, je crois, le LAPD, la police de Los Angeles, sous pression de l'opinion publique, qui commence à en avoir un tout petit peu marre de ces bavures, en fait, a interdit, ou en tout cas a mis une espèce de moratoire sur les logiciels de police prédictive et de reconnaissance faciale qui étaient utilisés jusque-là. Suite à ce scandale, ou peut-être un tout petit peu avant, Google a aussi mis un moratoire. Amazon, qui vend beaucoup ses logiciels d'IA, je crois que ça s'appelle Recognition, quelque chose comme ça, aux administrations américaines, a dû aussi un tout petit peu à un moment donné rétropédaler. Microsoft a fait tout un communiqué de presse pour dire qu'en fait ils allaient vraiment décélérer sur le déploiement de ces solutions pour des questions éthiques. Mais ce qui est très intéressant sur la question réglementaire et juridique, et ça rejoint une de vos premières questions sur le rôle des géants technologiques, c'est qu'à la fois ils développent ces usages-là, et je reviens et j'insiste sur la question de la dualité, parce que c'est exactement les mêmes technos qui sont à la fois présentes dans nos vies quotidiennes et qui en même temps sont utilisées derrière pour des usages militaires ou policiers. Et donc c'est la question de la technosurveillance. Et ce sont ces mêmes acteurs qui, par pression de l'opinion publique et des médias à un moment donné, suite à des scandales, suite à des polémiques, suite à des problèmes, donc a posteriori, parfois rétropédale. Et par rapport à la question de la réglementation au sens, donc les États-Unis typiquement pour vous répondre, mais et par capillarité, donc ça pousse évidemment chez nous. Mais pour rebondir simplement sur ce que disaient Alain Bauer et Elia Verdon à l'instant sur la question réglementaire, et vraiment pour avoir les quelques réflexes ou quelques outils clés pour aborder le débat proprement en France quand il va arriver, et il est en train d'arriver. La question n'est... Je ne sais pas si la question est de se dire on interdit ou pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, pardon, c'est horrible à dire, mais du sens de l'histoire. Mais en revanche, il y a deux principes clés dans l'état de droit français qu'il ne faut surtout pas qu'on oublie et qu'on perde de vue. Et Elia le disait très justement, c'est la question de la finalité et la question de la proportionnalité. Et ça doit être absolument sacré dans les réflexions éthiques, politiques, juridiques qu'on va avoir à l'avenir autour de ces questions-là. Et c'est pour ça que je vous disais, il faut absolument sortir de la binarité sécurité versus liberté, d'autant que, et Alain Bauer le rappelait, et c'est vrai que j'aimerais très rapidement y revenir, la question de la surveillance n'est pas un gros mot. Alors souvent, on le met comme un gros mot, mais ce n'est pas un gros mot, ça a toujours existé, pour une raison très simple, c'est que dans un état de droit, on a la loi. Pour faire appliquer la loi, il faut bien qu'on surveille. Donc il faut bien qu'il y ait des dispositifs de contrôle. Alors vous allez dire contrôle social, Foucault, etc. Mais n'empêche qu'il faut bien qu'on ait des moyens de vérifier que la loi est appliquée pour le vivre ensemble, pour que ça ne soit pas le retour à Hobbes et à ça. La difficulté donc n'est pas tellement le principe, la difficulté ce sont les dérives et les abus de ce principe. Et c'est pour ça que je rappelais finalité et proportionnalité. Merci. Je vous propose qu'avec Alain Bauer, on réfléchisse à un exemple concret que j'ai proposé tout à l'heure. Alain Bauer, l'exemple des JO de 2024. Comment, quand il se passe quelque chose d'aussi important dans un pays, c'est un gros enjeu de sécurité, évidemment. Est-ce que ça va donner lieu à... ça pourrait donner lieu à des abus ou à des choses ou à des nouveautés, à des innovations, ce qu'il faudrait surveiller de près, en tout cas. De toute façon, toute une série de nouvelles technologies sont en cours d'expérimentation. Vous en avez d'ailleurs dans un de vos journaux, je crois, le Parisien, ou aujourd'hui en France, pour ceux qui ne sont pas parisiens, une démonstration dans le journal d'hier ou de ce matin, je ne sais plus,
qui s'appelle les nouvelles technologies en expérimentation pour les JO. Le problème est assez simple, c'est le même sujet que pour les lycées ou pour les stades, c'est la fluidification des entrées et l'identification des fauteurs de troubles ou d'un terroriste recherché dont la photographie serait déjà connue. Et là, on est dans de l'identification et pas dans de l'authentification. Donc, on a vu le spectacle lamentable du Stade de France avec la finale de l'UEFA. Tout le monde a poussé des hauts cris sur la problématique générale de la gestion des accès, des entrées et des dispositifs. Là, on va avoir plusieurs centaines de stades pendant un mois et demi avec de nombreuses manifestations, des gens qui rentrent et qui sortent, qui auront des billets ou qui n'en auront pas. La question des vrais et des faux billets va se reposer, même si elle n'était pas une question aussi centrale que ce qu'on a bien voulu dire, mais qu'elle a existé quand même. Du coup, il va bien falloir trouver des moyens qui ne sont pas celles de l'intrusion massive de la reconnaissance faciale comme un élément particulier, mais de vérifier ce qui existe déjà. Et on a eu le contre-exemple parfait de la finale de l'UEFA au Stade de France par le concert d'Ed Sheeran quelques jours plus tard, avec un dispositif de contrôle d'identification, avec un algorithme dont on gardait la maîtrise, ce qui vient d'être indiqué précédemment, et qui ne nécessitait pas la création d'un fichier central, mais simplement d'une validation de le porteur du billet qui est lui-même sur son téléphone portable, est-il bien celui qui est nominalement le porteur du billet, et qui a permis de résoudre cette question sans problème, et avec évidemment le consentement, la finalité et la proportionnalité eu égard aux problématiques. Donc à un moment ou à un autre, la loi olympique 2, qui est en train de mettre à jour la situation de l'organisation des Jeux, devrait traiter de cette question. Il y a une série d'outils acceptables, ou en tout cas moins intrusifs qu'une sorte de reconnaissance faciale généralisée qui sont disponibles. Et comme ceci a été très justement indiqué, la question n'est pas d'expliquer qu'on va faire sans, mais comment on va faire pour faire avec, et en limitant au maximum les excès possibles de ce type de dispositif. Mais on a la même problématique au quotidien pour toute une série d'endroits où on explique qu'il ne faut pas procéder à des sanctions collectives indéterminées vis-à-vis de groupes de personnes dont seuls un ou deux individus seraient particulièrement violents et ne peuvent pas être traités parce qu'on n'arrive pas à les identifier particulièrement, alors qu'on pourrait trouver une solution acceptable de ce point de vue, c'est-à-dire totalement contrôlée, avec un outil qui aura été vérifié et par la CNIL et une amélioration sensible du RGPD, car ceci, le Règlement général de protection des données européen, car comme ceci a été indiqué, le texte ne dit pas non, il dit non, sauf si, peut-être, quoique, faut voir. Et donc, il y a toute une série d'incertitudes et d'ambiguïtés dans les textes actuels sur la reconnaissance faciale qu'il convient de lever en les contrôlant et pour éviter qu'ils soient contournés. Question sur les JO. Il va y avoir beaucoup de Français qui vont venir aux JO, mais il va y avoir aussi beaucoup de personnes d'autres pays qui vont venir. Alors là, pour le coup, on n'a pas... Comment on va pouvoir gérer la reconnaissance faciale ou l'identification ou l'authentification de ces personnes qui viennent d'ailleurs? Bon, ça c'est facile, il m'arrive beaucoup de voyager à l'étranger dans des pays qui mettent en place des dispositifs d'authentification ou d'identification, parfois les deux, qui font que ça fait par exemple très longtemps que quand j'embarque pour revenir en France dans un aéroport américain, plus personne ne me demande rien et que c'est mon visage qui me permet de passer l'accès à l'avion. Et donc le biomètre entre guillemets, c'est soit le visa que j'ai dû demander dans un pays hors espace Schengen, soit les éléments qui m'ont été demandés en complément quand je vais dans un certain nombre d'autres pays, et mon consentement va avec ma demande. Et c'est valable aussi pour des pays qui ne viennent pas de l'espace Schengen. À l'intérieur de l'espace Schengen, c'est justement la problématique générale de l'application du RGPD et de la manière dont on va le prendre en considération, mais je rappelle qu'il y a toujours des exceptions, il y a des dispositifs particuliers qui se fixent dans le temps et dans l'espace, et donc tout le problème, c'est véritablement d'avoir un dispositif citoyen de contrôle dans la gestion de la finalité, de la proportionnalité, ce que la CNIL a très bien fait, et pour les stades et pour les lycées,
en ne disant pas que tout était interdit, mais en disant que la finalité n'était pas claire, que la proportionnalité était largement dépassée, et que par ailleurs il y avait des mineurs, et donc que ça ne pouvait pas marcher comme ça. Ou que le code du sport, qui croyait effectivement qu'on pouvait avoir une carte d'identification avec une photo, ne permettait pas une base de données de reconnaissance faciale, mais permettait une base de données comparative. Donc il y a plein d'éléments qui aujourd'hui méritent d'être surtout éclaircis, clarifiés, précisés et surtout limités. Alors, Elia, vous êtes à la fois, je rappelais tout à l'heure, vous êtes à la fois informaticienne et juriste. Face à un enjeu comme ça, une sorte de défi incroyable comme les JO 2024, comment vous considérez cet enjeu, ce défi sur ce plan-là ? Effectivement, donc les JO 2024 vont être un vrai défi d'un point de vue sécuritaire. Mais il n'y a pas uniquement les JO, hein, il y a la Coupe du Monde de rugby en 2023 bien sûr. Qui arrive avant. Et donc on va expérimenter un peu avant, lors de la Coupe du Monde de rugby, des dispositifs de sécurité pour qu'ils soient prêts pour les JO 2024. D'un point de vue de la reconnaissance faciale, mais globalement peut-être des technologies, je pense qu'il faut faire attention à ces grands événements, qu'ils soient sportifs ou culturels, etc., pour ne pas en faire une compétition à la technologie la plus récente. Il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle le solutionnisme technologique qui voit dans la technologie la réponse à tous les maux de la société et ne pas faire aussi de ces grands enjeux vous savez, le mythe du risque zéro, de considérer que la technologie déjà va nous sauver et qu'il va y avoir aucun risque et qu'il ne faut qu'il n'y ait aucun risque. C'est impossible. Donc je pense qu'il faut être assez prudent sur la technologie. Il faut prendre en compte ces dispositifs technologiques, mais en étant très prudent, d'autant plus que l'utilisation de manière exacerbée de dispositifs technologiques, que ce soit la reconnaissance faciale ou d'autres, ont des enjeux d'un point de vue d'accoutumance, de normalisation, de banalisation, ce que rappelait un peu plus tôt Asma, des personnes. Et donc, on va considérer que ça a très bien marché pour ces événements-là. Donc, on va reproduire le même schéma. Ça, et finalement, d'entrer vers une autre... Exactement, et donc le besoin va entraîner l'usage, etc. Et donc derrière, il va y avoir une atteinte douce, mais une pente vers l'atteinte progressive aux droits et libertés fondamentaux, et ce qui est extrêmement dangereux en démocratie. Oui, Asma, ensuite on va passer aux questions. Très rapidement, parce qu'on parle beaucoup des usages, et je souscris à 100% à ce que vient de dire Elia. Et si on emmenait le raisonnement encore le cran d'après, c'est en fait que dans une démocratie, par exemple, on parle de droits fondamentaux, mais un des droits fondamentaux, par exemple, c'est le droit de manifester. Demain, si on équipe tous les espaces publics de reconnaissance faciale, ce que vous allez obtenir, c'est une intériorisation de la norme où, en fait, potentiellement, on n'ira plus exercer nos droits par peur, par intériorisation de la norme sécuritaire. Et donc, ça pose d'énormes questions sur même les processus d'action collective qui sont déjà assez mal en point, de subjectivation, comment est-ce qu'on se construit, etc. Donc ça, c'est Deleuze, les sociétés, le post-scriptum aux sociétés de contrôle, etc. Simplement, sur les usages, on a beaucoup parlé des JO, des usages sécuritaires et policiers. En Chine, ce qu'ils sont en train de développer, ce sont des logiciels non seulement de reconnaissance faciale, mais surtout de reconnaissance des émotions. Et appliqués non pas simplement à des questions policières, mais à des questions éducatives, à l'école. Donc, en fait, en fonction de l'expression de l'étudiant ou de l'élève, on va donc repenser, reconstruire les apprentissages, son parcours pédagogique, etc., mais un à un. Et donc, ça pose d'énormes questions, y compris sur le rôle de l'école. Alors, ça commence en Chine, donc ce qui commence là, donc potentiellement peut venir, et c'est ce que dit très justement Elia. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir aussi que peut-être on apprenne à s'arrêter. Merci. Il y a beaucoup de questions ? Il y a quelques questions, mais allez-y, Elia. Juste rapidement, pour rebondir sur ce que disait Asma sur la liberté de manifester, c'est extrêmement intéressant. D'autant plus qu'on peut faire le lien avec les JO. L'utilisation des technologies pour les JO, ça va être pour des questions de maintien de l'ordre public,
ce qu'on retrouve sur les manifestations, où finalement on va utiliser ces dispositifs-là pour un souci de maintien de l'ordre public. Sauf que la liberté de manifester fait partie des composantes de la liberté d'expression, qui est une des libertés, un droit primordial en démocratie. Donc c'est essentiel, et c'est pour ça que je voudrais insister là-dessus. Est-ce que le jour où la reconnaissance faciale est couplée aux vidéos de surveillance et qu'il y a une manifestation dans Bordeaux, est-ce que les individus se sentiront tous libres d'aller à cette manifestation-là à partir du moment où l'État va pouvoir constater que tel et tel individu s'est rendu à cette manifestation? Et là, il y a des études là-dessus, ce qui est le chilling effect, qui en gros souligne que les dispositifs de surveillance ont un impact sur le comportement des individus qui s'autocensurent, quoi. Exactement, et donc il y a une atteinte aux libertés, et d'autant plus si on parle de la liberté de manifester, derrière il y a un enjeu de démocratie qui est central. Question ? Alors oui, du coup vous avez commencé à y répondre, donc c'est bien. Oui, des réactions en tout cas sur ce mantra un peu dit parfois ou répété par des politiques pour justifier parfois certaines politiques sécuritaires. La sécurité est la première des libertés, par exemple. Et quelqu'un qui s'exprime en disant la liberté, la vraie, c'est le contraire de la sécurité, c'est le risque. Donc le risque zéro, enfin toute cette tendance-là a été abordée. Un autre versant qui est de dire moi ça m'est égal puisque j'ai rien à cacher finalement. Et donc parfois une méconnaissance des risques réels qui existent du mauvais usage. Donc en effet, la question n'est plus de savoir si on est fiché ou pas fiché, on l'est déjà tous, hein, la data, les grands géants de la data, etc., la sécurité sociale, les réseaux sociaux, l'état civil, le e-commerce, voilà. Donc la question, c'est vraiment celle de l'usage. Et du coup, peut-être une dernière question, ce serait de garder celle qui demandait concrètement qui est de taille et quels sont les procédés de taille à effectivement limiter, etc., la puissance aussi de ces géants de la data. Enfin, voilà, quels sont les vrais leviers de limitation ? Le niveau national, le niveau européen ou le niveau carrément citoyen. Enfin voilà, quels sont les moyens qu'on a à notre portée ou même plus institutionnelle, réelle, de faire le contrôle du contrôle, de limiter. Alors, Elia, vous qui êtes juriste, c'est au niveau. Oui, non, mais vous y avez répondu, mais c'est au niveau européen que ça doit se décider, par exemple. Je pense que l'Union européenne est un levier important en la matière, et c'est ce qu'on a vu notamment avec le RGPD. Ça, c'est une première chose. Donc, on verra le règlement sur l'intelligence artificielle si il sera aussi important que le RGPD. Et après, je pense plus largement au niveau international. C'est le dessin qui fait sourire, hein. C'est pas vous, c'est juste le dessin qui apparaît. Oui. Puisque, comme le rappelait Asma, le numérique n'a pas de frontières. Donc il faut que certains États aussi prennent des législations plus protectrices. En Europe, on a une des législations les plus protectrices au monde en matière de données. Je pense qu'il faut tendre vers dans ce sens-là. Et après, il faut que chacun aussi ait conscience de ces technologies-là, des risques, et aussi de la société que l'on veut, puisque finalement, la reconnaissance faciale n'est pas uniquement une technologie, mais il y a un choix de société derrière. Et ça, il faut en avoir conscience. Et je rebondis sur la phrase « de toute manière, je n'ai rien à cacher ». Je pense que là, il y a déjà un problème citoyen dans cette phrase-là, parce que c'est pas vrai. Tout le monde a quelque chose à cacher, je vous le souhaite. Ça m'étonnerait que si je prends une personne du public et je lui demande de déverrouiller son téléphone, il accepte que je fouille dans l'intégralité de son téléphone, ou que plus personne ne ferme sa porte en sortant de chez soi, etc. Donc on a des choses à cacher. Et à protéger. Et donc il y a les leviers juridiques, mais il y a aussi de la conscience citoyenne derrière, et prendre en compte ces enjeux-là. Il nous reste 2 minutes peut-être, je sais pas. Moi je voulais demander le mot de la fin à Alain Bauer. Voilà, faire honneur à ceux qui sont là de loin aussi. Alain ? Non, je crois que ça a été un extraordinairement c'est un dialogue clarificateur sur à peu près tout. On est à peu près tous d'accord pour dire que c'est un danger, qu'il faut le réguler, qu'il faut faire avec, et donc pour faire avec, il ne faut pas croire qu'on fera sans.
mais que pour faire avec, il va falloir beaucoup de mobilisation. Or, on a vu aux États-Unis à quel point les mobilisations citoyennes locales pouvaient faire reculer en partie les déviances de l'IA, l'escroquerie de la police prédictive et une partie de la problématique de la reconnaissance faciale. Mais c'est seule la mobilisation du citoyen qui le permettra. Or, il est le principal fournisseur gratuit de données biométriques qu'on lui fait ensuite payer très cher. Le jour où il aura compris que toutes ces magnifiques applications sont autant des éléments de libération que d'enchaînement, il aura entre les mains une partie importante de sa propre liberté. Et en pesant dans chaque État d'un côté et vis-à-vis aussi de ses propres fournisseurs de l'autre, il devrait arriver à quelques avancées spectaculaires si la question des libertés dépasse simplement le débat académique ou intellectuel pour entrer dans un besoin aussi important que boire et manger. Merci beaucoup, Alain, pour cette bonne conclusion en mettant la balle dans le camp du citoyen. Merci à tous. URPS pour ce dernier dessin. Et merci à URPS. Tout à fait d'actualité. Merci, URPS. Voilà, merci à vous trois. Merci à vous trois. Merci. Merci, mesdames. Merci, Didier.